Voilà, bonjour à tous. Je m'appelle Cynthia Chalfon, je suis interne en 9e semestre de DNS. Et je vais vous présenter mon stage junior qui s'intitule Silent Killer. Et je remercie Viridiana pour son encadrement. Donc je commence par un cas clinique, c'est le cas de Madame B. C'est une femme de 34 ans qui n'avait pas d'antécédents médicaux, qui avait comme antécédents obstétricaux 2 fausses couches précoces en 2016 et 2017. En 2019, un accouchement par voie sans complications. Et en 2020, une grossesse compliquée de diabète gestationnel avec un accouchement à terme par césarienne avant le travail pour une présentation en siège et une macrosomie. En fait, en périopératoire, le chirurgien nous indique qu'il voit du sang lactescent. Donc un bilan est prélevé et qui montre des triglycérides à 124 grammes par litre avec du cholestérol à 34 mmol par litre. Un bilan hépatique normal, une glycémie normale. Cliniquement, la patiente ne présentait pas de douleur abdominale et on n'avait pas de bilan lipidique antérieur connu. Donc en fait, je vais vous parler de l'hyperlipidémie pendant la grossesse. Je vais commencer par un rappel physiologique, puis expliquer la physiologie des lipides pendant la grossesse, ainsi que les valeurs de référence. Et puis je vais passer aux effets de l'hypercholestérolémie et l'hypertriglycéridémie sur la grossesse. Et enfin les risques pour le fœtus et les traitements. Donc je commence par un rappel physiologique du métabolisme des acides gras et des lipides pendant la grossesse. Donc en fait, après la digestion des graisses alimentaires par les lipases dans la lumière intestinale, les acides gras s'associent aux sels biliaires et aux phospholipides pour former des micelles. Donc les lipoprotéines lipases hydrolysent ces micelles et libèrent les triglycérides qui sont absorbés par les entérocytes de l'intestin, où ils s'associent aux apolipoprotéines et au cholestérol pour former des kilomicrons. Après l'ajout d'APO supplémentaires, ces kilomicrons matures se forment et sont libérés dans la circulation lymphatique et sanguine. Les kilomicrons libèrent 90% de leurs triglycérides sous l'action de la LPL et forment les kilomicrons rémanents et les HDL. Les kilomicrons rémanents sont absorbés par le foie et les HDL collectent les acides gras libres des tissus périphériques pour les acheminer vers le foie. Ensuite, les acides gras libres libérés par les kilomicrons sont absorbés par les adipocytes et réhystérifiés pour former les triglycérides qui seront stockés sous forme de gouttelettes lipidiques. Donc en fait, quels sont les changements du métabolisme lipidique durant la grossesse ? En fait, l'hypercholestérolémie pendant la grossesse est due à des modifications des hormones stéroïdiennes du métabolisme hépatique et adipeux. En fait, pendant la grossesse, on sait qu'il y a une production accrue des hormones stéroïdiennes, notamment la progestérone, qui contribue en fait à l'augmentation du taux de HDL. Et en retour, ce LDL est le principal substrat de la formation de progestérone. En fait, les adaptations du métabolisme lipidique maternel entraînent 2 complications principales, qui sont d'une part l'accumulation des lipides dans les tissus maternels, notamment au cours des premiers et deuxièmes trimestres, et ensuite une hyperlipidémie maternelle au cours du 3e trimestre. Donc en gros, au cours du premier et deuxième trimestre, on a une augmentation de la sensibilité à l'insuline, ce qui entraîne une augmentation de la lipogénèse et une diminution de la lipolyse. En même temps, on a une augmentation de l'activité de la LPL, ce qui augmente le dépôt graisseux maternel et donc un état anabolique. Alors qu'au 3e trimestre, qui correspond en fait à la croissance fœtale, on a une diminution de l'activité de la LPL, mais on a également une insulinorésistance, donc une activité lipolytique et catabolique, ce qui entraîne une diminution des dépôts graisseux maternels et une augmentation des triglycérides, cholestérol et phospholipides. Donc en fait, comment ces acides gras maternels sont transférés au fœtus ? En fait, les adipocytes libèrent dans la circulation les acides gras libres qui sont synthétisés de nouveau et stockés au cours du 3e mois de grossesse lorsque ces acides gras sont nécessaires au fœtus. Les VLDL transportent les lipides du foie au placenta et libèrent les acides gras libres dans la circulation fœtale grâce à l'activité de la LPL et grâce à son récepteur VLDL récepteur qui est situé au niveau du syncytiotrophoblaste. Donc en fait, les récepteurs du HDL est un autre récepteur qui est le récepteur scavenger de la classe B. Ensuite, la plupart des acides gras libres se lient à l'albumine dans la circulation et sont transférés au placenta.
Les acides gras saturés et à chaîne courte peuvent traverser le placenta par diffusion, alors que les acides gras polyinsaturés nécessitent des protéines de transport. Donc, les acides gras transférés dans la circulation fœtale se lient soit à l'albumine, soit à l'alpha-fétoprotéine pour être transférés vers le foie et les autres tissus du fœtus. Donc, en fait, pour diagnostiquer une hyperlipidémie pendant la grossesse, on a besoin de valeurs de référence. En fait, l'HAS recommande les valeurs suivantes chez les patients sans facteur de risque et en dehors de la grossesse. Donc, un cholestérol total inférieur à 2 grammes par litre, un LDL inférieur à 1,6 g par litre, un HDL supérieur à 0,35 g par litre et des triglycérides inférieurs à 0,15 g par litre. En fait, le bilan lipidique n'est pas mesuré pendant la grossesse dans la pratique obstétricale actuelle. On sait que les modifications de la concentration en lipides débutent dès la 2e semaine et progressent au fur et à mesure de la grossesse. Mais bien qu'on sait qu'il y a une augmentation considérable des taux de lipides pendant la grossesse, il est encore difficile de définir une plage de normalité au cours de cette période parce qu'on n'a toujours pas des intervalles de référence définis. C'est pourquoi, en fait, cette étude intitulée Life Child Study, publiée en 2019 dans Maternal Fetal Medicine, est une cohorte de 749 femmes enceintes dont le but était d'établir des intervalles de référence pour les lipides sériques. Donc, cette étude a effectivement montré qu'on avait une augmentation de tous les taux de lipides sériques entre le 2e et le 3e trimestre, sauf de l'ApoA, qu'on avait une augmentation plus prononcée des triglycérides et qu'au 3e trimestre, la concentration des lipides sériques dépassait d'un facteur de 2,5 les valeurs de référence acceptées chez les femmes enceintes. Et en fait, que la parité et l'alimentation n'avaient pas d'impact sur les variations des taux lipidiques. Donc, d'autres études ont montré que les taux de lipides pendant la grossesse sont influencés de manière multifactorielle par des facteurs ethniques et géographiques qu'il faut peut-être en fait établir des niveaux de référence nationaux pour les lipides sériques. Et en fait, les changements observés pour les lipides pendant la grossesse dans l'étude Life Child étaient cohérents avec la plupart des données de la littérature. Donc en fait, quels sont les effets de l'hypercholestérolémie sur la grossesse ? On sait que lors d'une grossesse normale, on a une augmentation de 30 à 50% de la cholestérolémie plasmatique dans un processus qu'on appelle hypercholestérolémie maternelle physiologique. Cependant, dans certains cas d'hypercholestérolémie familiale ou même chez certaines femmes qui ont un cholestérol normal, le cholestérol peut augmenter au-delà de la plage physiologique et atteindre des valeurs qui sont supérieures à 2,8 ou 3 grammes par litre, dans un processus qu'on appelle hypercholestérolémie familiale maternelle supraphysiologique. Donc, l'hypercholestérolémie maternelle a 3 principales complications pendant la grossesse qui sont un accouchement prématuré, un diabète gestationnel et une prééclampsie. En fait, l'étude de Cardiff a randomisé 141 femmes pour qu'elles suivent un régime hypocholestérolémien pendant leur grossesse et les a comparées à ceux de témoins. Donc en fait, cette étude a montré que ce régime hypocholestérolémien avait un effet bénéfique sur les LDL et a retrouvé une incidence plus faible d'accouchement prématuré chez ces femmes. Et ce résultat peut en fait être dû en partie à la réduction de l'impédance du flux sanguin dans l'artère ombilicale. D'autre part, des liens ont été établis entre des profils lipidiques anormaux pendant la grossesse et le diabète gestationnel. Donc en fait, ces études ont montré qu'un IMC élevé et un HDL bas étaient des facteurs prédictifs de diabète gestationnel. Et ces études ont également constaté que ces femmes avaient des taux de LDL et d'ApoB plus élevés même 3 mois après l'accouchement et que les nourrissons des mères diabétiques avaient une incidence plus élevée d'hypercholestérolémie LDL. Également, des paramètres lipidiques anormaux ont également été suggérés comme facteurs pathogènes dans le développement d'une prééclampsie. En fait, cela pourrait être dû aux lésions endothéliales qui sont dues en fait au LDL oxydé, qui sont plus petits et plus hétérogènes chez les femmes présentant une prééclampsie. Ces femmes avaient également des taux de LDL et de triglycérides qui étaient plus élevés et ces modifications pouvaient persister de 1 à 3 ans même après l'accouchement.
Et donc, on arrive aux effets de l'hypertriglycéridémie durant la grossesse. Donc, en fait, pendant la grossesse, on a une augmentation de 2 à 4 fois le taux de triglycérides normal, notamment au cours du dernier trimestre, mais ces taux ne dépassent pas 3 grammes par litre. Les principales causes peuvent être un diabète mal contrôlé, un syndrome métabolique, une obésité, un alcoolisme, certains médicaments, une grossesse, mais la plupart des cas d'hypertriglycéridémie gestationnelle sévère qui ont été décrites étaient notamment chez des femmes qui avaient une hypertriglycéridémie familiale. Alors que l'hypertriglycéridémie sévère se définit par un taux supérieur à 100 grammes par litre, et cela peut menacer le pronostic materno-fœtal et entraîner des complications fœtales, notamment la macrosomie fœtale. D'autres complications peuvent être un syndrome d'hyperviscosité, une prééclampsie, un décollement placentaire, mais surtout une pancréatite aiguë. Donc en fait, cette étude de cohorte rétrospective menée en Chine en 2021 est publiée dans le Journal of Clinical Lipology, dont le but était d'étudier si la persistance de taux élevés de triglycérides maternels augmentait le risque d'issue défavorable pendant la grossesse. Et en effet, elle a montré qu'il y avait un risque plus élevé de prééclampsie, de diabète gestationnel et de macrosomie fœtale, comme on l'avait vu dans notre cas clinique. Donc on a vu l'impact sur la mère et sur la grossesse. Donc on peut se demander, est-ce que l'hyperlipidémie a un impact sur les fœtus? Et en effet, plusieurs études ont montré qu'il y avait un risque d'athérosclérose chez le fœtus. En fait, les cellules endothéliales synthétisent l'oxyde nitrique qui est un puissant vasodilatateur. Chez les femmes atteintes d'hypercholestérolémie, on retrouvait de faibles taux de NO, ce qui entraîne un dysfonctionnement endothélial et donc peut entraîner une dilatation réduite de la veine ombilicale qui peut être un des mécanismes d'apparition de l'athérosclérose chez le fœtus. En plus, la phase initiale du développement de l'athérosclérose et les premières lésions athérosclérotiques sous forme de stries graisseuses commencent pendant la vie intra-utérine dans les vaisseaux fœtaux, selon certaines études. De plus, on a une augmentation du profil oxydant et antioxydant chez ces femmes et une augmentation de la susceptibilité au stress oxydant au cours de la grossesse, qui peut également constituer un des mécanismes d'apparition de l'athérosclérose chez le fœtus. D'autres études ont montré qu'il existe une dérégulation des gènes impliqués dans le métabolisme lipidique du nouveau-né chez ces femmes, mais c'est surtout l'étude Félix qui a montré qu'une hypercholestérolémie maternelle était associée à une progression plus importante de l'athérosclérose chez leurs enfants, et que, en fait, des taux de LDL très élevés dès le deuxième trimestre chez la mère entraînaient chez les enfants des taux de LDL plus élevés dès l'âge de 16 à 13 ans. Donc on peut se demander s'il y a des effets à long terme chez la mère. En fait, il n'y a pas encore de réponse à ces questions, on n'a pas encore d'études suffisantes, donc on peut se poser, est-ce qu'il y a des effets sur de l'hypercholestérolémie maternelle persistante? Est-ce qu'il existe des risques de progression de l'athérosclérose maternelle due à l'hypercholestérolémie pendant la grossesse ou de risques de maladies cardiovasculaires après la grossesse? Donc on arrive au traitement. Donc, les statines sont contre-indiquées pendant la grossesse parce qu'il y a un risque tératogène, notamment au cours du premier trimestre. Également, les étimibes, les fibrates, l'acide nicotinique sont également contre-indiqués parce qu'il y a un risque tératogène. La seule molécule actuellement autorisée est les chélateurs de l'acide biliaire parce qu'elle ne passe pas dans la circulation systémique et donc n'augmente pas le risque de malformation congénitale. Dans certains cas, on peut utiliser l'aphérèse des lipoprotéines, notamment dans les cas de pancréatite aiguë due aux triglycérides, d'hypercholestérolémie familiale homozygote ou hétérozygote avec une cardiopathie ischémique. Donc on peut se demander, est-ce qu'il faut anticoaguler ces patientes? En fait, on sait que l'héparine stimule la libération de la LPL qui se lie aux cellules endothéliales et diminue le taux plasmatique de triglycérides. Mais certaines études ont montré qu'une utilisation chronique de l'héparine entraînait un épuisement des LPL à la surface des cellules endothéliales et donc pouvait entraîner une hypertriglycéridémie et un risque de pancréatite aiguë. Et ils ont retrouvé des cas d'hypertriglycéridémie secondaire à l'utilisation de l'héparine
donc elle est actuellement pas recommandée. Et si elle doit être utilisée, il ne faut pas dépasser 48 heures. Donc, si on doit proposer une prise en charge globale, cette prise en charge doit commencer en préconception, c'est-à-dire commencer par un dépistage du bilan lipidique, optimiser le mode de vie et les facteurs de risque cardiovasculaire. Si la femme a une hypercholestérolémie familiale, consulter un endocrinologue et arrêter les statines 1 à 2 mois avant la grossesse et les ézétimibe et les niacine au moins 1 mois avant la grossesse. Donc pendant la grossesse, également optimiser le mode de vie. Et comme on a dit, les chélateurs des acides biliaires sont les seules molécules autorisées actuellement. En postpartum, il faut considérer le risque versus le bénéfice de l'allaitement, parce que tous les médicaments contre-indiqués pendant la grossesse sont également contre-indiqués pendant l'allaitement. Recommencer les médicaments le plus tôt possible, optimiser les facteurs de risque cardiovasculaire et assurer un suivi adéquat. Et donc on revient à notre cas clinique. Donc la prise en charge a été un jeûne strict ou juste un bouillon, une exploration des anomalies lipidiques quotidiennes, un bilan hépatique, une TSH initiale, une lipase en cas de douleur abdominale parce qu'il existait un risque de pancréatite, une surveillance glycémique et une hydratation par perfusion de G5. Donc cette femme a évolué favorablement. Donc sur le plan clinique, elle n'a jamais présenté de douleur abdominale. Sur le plan biologique, il y a eu une amélioration de ce bilan progressivement sous régime hypoprodidique et hypoglycémique. Donc elle sort de maternité sous mesure hygiéno-diététique avec des triglycérides qui reviennent à la normale à 35 mmol par litre et des cholestérols à 24 mmol par litre, une anticoagulation par Lovenox 0,4 mg par jour et un contrôle en ville avec une consulte d'un endocrinologue. Donc en conclusion, on sait que la grossesse normale entraîne des modifications physiologiques des taux de lipides et que cela peut entraîner des risques d'issue défavorables de la grossesse, mais qu'actuellement les traitements des dyslipidémies pendant la grossesse présentent des défis parce qu'on manque de données adéquates dans cette population et dû à la contre-indication des agents thérapeutiques traditionnels. Il faut donc optimiser le dépistage et l'identification des patientes à haut risque cardiovasculaire afin de réduire le risque de complications de la grossesse et chez les fœtus. Et il serait intéressant de faire de futures recherches sur cette population de patientes pour pouvoir élaborer des consensus et protocoles fondés. Donc voilà, merci pour votre attention.